Bonjour à tous et merci d'être présents et de ne pas avoir profité du tour de bateau. Je crois qu'il y a un tour de bateau à 13 heures, donc si vous êtes là, vous l'avez loupé, mais il y en aura d'autres après, c'est pas grave. Je vais vous parler de sécurisation de projets open source. Donc moi je travaille chez GitHub. Je suis field security spécialiste, je suis ingénieur avant-vente quoi. Et tout ce que je vais vous présenter, c'est disponible gratuitement pour les projets, pour les repositories publics. Donc ici, j'ai rien à vendre, sauf si vous voulez l'avoir sur des repositories privés. Mais en tout cas, tout ce que je vais vous montrer, c'est disponible. Vous pouvez l'utiliser gratuitement, il n'y a pas de souci. Au contraire, allez-y. Surtout si vous avez des projets open source. Alors, comme dans la présentation précédente, on voit notre système d'information comme un mur, comme un gros pare-feu. Et on sait, ici pour ceux qui ont la référence, c'est Minas Tirith qui est tombé. Ou autrement, on voit la sécurité comme un peu de la compliance, et donc comme notre ami agent de sécurité, qui est un peu comme un WAF mal configuré. Donc effectivement, il y a quelqu'un, on a notre security blanket, on a quelqu'un pour vérifier la sécurité, mais en fait, on voit très bien que ça ne sert à rien puisqu'il n'a pas de détecteur sur les mains. Et donc l'idée, ça va être plutôt la sécurité, on voit ça comme un jardin, on va essayer d'améliorer un petit peu les choses un petit peu partout dans notre cycle de développement. Il n'y a pas une silver bullet comme un WAF, comme un firewall. Et donc on va sur le cycle de développement, comme on le sait tous, surtout ici à B-Side, qu'il y a beaucoup plus de développeurs que de personnes qui s'occupent de la sécurité. Et donc il va falloir, en tant qu'expert de la sécurité, venir s'approcher du cycle de développement au plus près. Donc effectivement, on reste au niveau du déploiement, on reste au niveau du monitoring, des releases, etc. Mais il faut venir aussi dans la partie build code. Et donc dans la partie build code, c'est là où rentre GitHub. Donc pourquoi on devrait s'en occuper des projets open source, de la sécurité des projets open source? Parce qu'il y a, donc vous voyez les gros chiffres, GitHub c'est des centaines de millions de développeurs, plus de 400 millions de contributions par an. C'est aussi derrière l'open source, c'est pas vraiment un hobby, c'est pas de la course à pied, c'est pas jouer aux échecs. C'est même si c'est des choses qui se font parfois en dehors du travail, le résultat de cette contribution, de ce travail-là finalement, c'est utilisé par les grandes entreprises. Donc 90% des plus grandes entreprises utilisent des produits open source. Et donc ça fait partie du coup de la chaîne de la sécurité d'approvisionnement, la chaîne de sécurité d'approvisionnement, la supply chain security. Et donc il faut qu'on y fasse attention. L'un des premiers vecteurs qu'on a un peu vu dans la table ronde ce midi, ce sont les secrets. Alors à votre avis, combien de credentials AWS sont écrits sur des repositories publics de GitHub par mois? Par centaines? Par milliers? Si vous savez bien, si vous arrivez à lire le pas, c'est plus par milliers. Et donc c'est 7000 fois. 7000 fois par mois, ça fait beaucoup de credentials AWS. Donc il faut faire, et c'est quelque chose qui est un des premiers vecteurs d'attaque. Ce sont les secrets qui sont disponibles dans vos repositories. Le top 10 des types de credentials, et ben bizarrement, c'est pas forcément AWS, mais c'est plutôt Datadog. Et alors, à croire que les logs qu'on met dans Datadog, c'est pas quelque chose de si important que ça. Il faut croire. Mais effectivement, on a du Azure, on a du OpenAI maintenant. Donc ça, c'est dans le mois de février 2024. Ce qui correspond pas forcément à la statistique d'avant, parce que la statistique d'avant, c'était en moyenne sur plusieurs mois. Et là, du coup, on est vraiment sur un petit mois. Et là, où est-ce qu'on les trouve, les credentials? Donc là, on les trouve principalement dans les fichiers comités, évidemment. Si on change un petit peu d'échelle pour avoir un peu plus de perspective, on prend une échelle logarithmique.
on voit qu'on a quand même des secrets dans les commentaires des pull requests, dans les commit metadata, donc c'est-à-dire par exemple les messages de commit, ça arrive, dans les issues, dans les GIST, dans les discussions, etc., etc. Donc ce n'est pas seulement dans le code qu'on a mis des credentials, donc il faut faire bien attention. Et donc 10,2 millions de secrets identifiés en 2023, ça fait quand même beaucoup d'attaques potentielles. Et il y en a peut-être encore qui sont dans les repos. On espère que non. On espère que non. Donc voilà comment essayer de s'en prémunir. Vous pouvez activer Secret Scanning. Donc c'est dans les settings, dans Code Security and Analysis, tout en bas, vous avez un petit bouton qui est activer Secret Scanning. Donc allez-y, activez-le. Et s'il est déjà présent, ne le désactivez pas, parce que c'est important. Donc c'est une détection sur la base de regex. On travaille avec ces partenaires-là, les AWS, les Datadog, etc. Ils nous ont donné la manière dont ils créent leurs tokens. Et nous, on a créé des regex suffisamment précises pour apporter une détection très fine et pas embêter les développeurs avec des alertes pour rien. Et donc on va pouvoir détecter ces secrets-là. Et on va aussi pouvoir les détecter dans les issues, dans les commentaires de PR, dans les GIST, etc., etc., à plein d'endroits dans GitHub. Pas tout encore, mais c'est vers là qu'on va. Et donc comment ça fonctionne? Vous pouvez essayer chez vous, vous générez des credentials AWS, vous les mettez dans un fichier, et vous les committez sur un repo public, là où vous n'avez même pas activé Secret Scanning. Et de toute façon, on va quand même pour certains tokens, faire ce workflow-là. C'est-à-dire qu'on va vérifier sur votre commit qu'on n'a pas un pattern qui correspond à l'expression régulière. Si on l'a détecté, on va vérifier qu'il est valide ou pas. Et la vérification se fait par un endpoint que les partenaires nous mettent à disposition. Et donc pour celui d'AWS, si vous mettez celui d'AWS, AWS va vous couper votre accès directement. Et pour pouvoir débloquer votre accès et en générer un nouveau token, vous allez devoir appeler le support directement. Donc faites-le, si vous avez du temps à perdre, ou alors faites attention à vos tokens. On va quand même bien sûr évidemment vous envoyer une notification pour vous prévenir de tout ça. Et AWS aussi d'ailleurs. Et donc ça c'est valable pour tout un tas de providers connus. Pour les détections de secrets qui ne sont pas liées à des providers, donc les clés RSA, les clés SSH, etc., évidemment on ne peut pas les invalider parce qu'on n'a pas accès à où est-ce qu'ils sont utilisés, mais on va quand même pouvoir vous prévenir. Si vous êtes un projet open source qui crée des accès, des tokens, des credentials, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc si c'est un projet très utilisé, vous pouvez joindre le programme Secret Scanning pour faire partie de cette petite détection. Si vous créez des tokens, il faut les faire à durée très courte. En tout cas, offrir la possibilité aux utilisateurs d'avoir des délais courts, pas des vies infinies. Et rendre ces credentials identifiables. Identifiables, donc voici un token GitHub. Et donc, pour le rendre identifiable facilement, on a un préfixe, on a une clé avec une entropie suffisamment complexe, et un checksum pour le vérifier. En tant que n'importe quel provider, donc c'est valable pour GitHub, mais c'est valable pour tout le monde. Et vous, si vous voulez vérifier des tokens sur votre temps libre, ça va vous permettre de savoir si ce token-là, il est valide ou pas. Ce qui fait que si quelqu'un, pour un test unitaire ou je ne sais pas quoi, a modifié et a changé quelques lettres au milieu du token, avec le checksum, vous allez pouvoir savoir que ce n'est pas
que c'est un token qui a été construit de toutes pièces et qu'il est surtout pas valide. Et donc le préfixe c'est bien évidemment pour donner un indice sur comment le token a été constitué pour l'identifier. On a une autre fonctionnalité qui est maintenant activée par défaut sur vos comptes GitHub, qui s'appelle la push protection. Donc la push protection, je ne sais pas si on voit très bien, mais c'est surtout ici que c'est important. Hop, là je vais voir si je peux pas augmenter. On ne peut pas augmenter. Vous allez me croire sur parole, donc c'est pas très grave. Je dis pas que des bêtises. Donc là, j'ai commité une clé Azure. Je la commit et quand je la push, je suis arrêté. Et donc GitHub va vous dire, bah, là il y a une clé AWS, elle est dans tel commit, elle est sur tel fichier. Voilà un truc pour la traiter. Et c'est bien marqué, c'est là GitHub push protection. Donc normalement c'est maintenant activé par défaut au niveau de vos paramètres utilisateurs, ce qui vous évite de committer des tokens quand vous contribuez à d'autres projets open source ou à d'autres repositories publics, pas forcément ceux qui sont sur votre workspace avec votre nom d'utilisateur. Ensuite, on a un autre volet, le scanning de code. Donc c'est le SAST, la vérification du code. Donc ça, on a vérifié le secret. Maintenant, on va essayer de vérifier ce qu'on a dans le code. Vous pouvez activer aussi. Là, je vais agrandir. Tac. Donc là, je suis dans la pull request. Donc c'est activé. Donc ça s'active ici. Donc là, c'est un repository public. Hein. C'est sur mon namespace à moi. Donc je n'ai pas d'accès privilégié quel qu'il soit. Et dans code scanning, là, j'ai activé le scan du code. Donc là, c'est du Go. J'ai la configuration par défaut. Et la configuration va être sur chaque push et chaque pull request, chaque push sur la branche principale et chaque pull request vers la branche principale. Et toutes les semaines. Parce que l'outil, on ajoute régulièrement des nouvelles vérifications, donc il évolue. Donc c'est intéressant aussi d'avoir les nouvelles vulnérabilités, etc. Et donc vous allez retrouver toutes vos vulnérabilités dans l'onglet sécurité qui est là. Mais ce qui est aussi intéressant quand on a un projet open source, c'est pas d'ajouter de nouvelles vulnérabilités. Et du coup, on va scanner et on va se retrouver avec un message dans la pull request qu'on va pouvoir traiter directement. Et en fonction de la vulnérabilité, on a par exemple une fonctionnalité qui s'appelle show path, qui va montrer le chemin entre la source. Donc ici, c'est une entrée utilisateur, il me semble. C'était quoi? Non, ça n'était pas une. Ça n'était pas une, mais en tout cas, c'est quand même une source. Et le sync, donc c'est la méthode potentiellement vulnérable. Donc ça vous aide, en tout cas ça aide les développeurs qui ont créé cette pull request à savoir à quel endroit dans le code est-ce que je dois agir, est-ce que je dois valider, sanitiser l'input, est-ce que je dois changer la manière dont j'utilise la méthode qui est potentiellement vulnérable. Ça donne plein d'informations. Et on va retrouver plus de détails sur la vulnérabilité avec le show detail. Donc on rappelle le code et tout un tas de recommandations et de liens externes et l'historique de cette vulnérabilité. Et donc ça, c'est disponible gratuitement, vous pouvez y aller. Si, quand vous allez activer pour la première fois, vous allez découvrir qu'il y a une vulnérabilité dans votre projet open source, il y a une manière de indiquer à la communauté que, donc quand je parle de communauté, c'est aussi tous les utilisateurs de votre librairie open source, de leur indiquer qu'il y a une vulnérabilité dedans et qu'il faut qu'ils patchent à la dernière version pour corriger la vulnérabilité. Donc ce mécanisme-là, en tout cas celle de la fin, vous le connaissez suffisamment bien, c'est des pandabots, puisqu'il vous crée des pull requests par centaines sur vos vieux projets. Et du coup, il va essayer de patcher en créant une pull request, mettre à jour la version dans le fichier manifeste de votre code. Mais pour en revenir à notre
utilisateur. Moi, je suis mainteneur de cette librairie-là, qui est totalement bidon, hein, vous inquiétez pas. Et il y a un petit menu qui est l'advisory. On peut même aller encore avant. Si c'est même pas moi qui ai détecté cette vulnérabilité, mais c'est potentiellement quelqu'un de la communauté, et ben, en créant un sécurité.md à la racine de votre repository, vous pouvez indiquer des consignes, voilà, les versions supportées, peut-être s'il y a des vulnérabilités très, très importantes à indiquer là-dedans, et comment reporter les vulnérabilités. Donc c'est du texte, hein, donc vous mettez vraiment ce que vous voulez, une adresse mail, ce que vous voulez. Et là, moi dans mon projet, j'ai envie qu'on me le signale en créant un advisory. Et donc on va pouvoir, plutôt que de créer une issue qui va être visible par tout le monde, en disant, bah voilà, monsieur, madame, votre librairie qui est utilisée par 200 millions de personnes, bah, il y a une grosse vulnérabilité qui peut être exploitée par tout le monde. De cette manière, regardez, voici la manière pour reproduire. Donc c'est potentiellement une menace pour tous les utilisateurs de cette librairie. Et donc, on peut fournir directement dans GitHub toutes ces informations-là et qui seront visibles que par le owner et le mainteneur du repository. Et donc, ce qui va permettre donc, on crée une nouvelle advisory, donc le titre, on peut même y ajouter, ça va être surtout pour la personne qui publie, en tout cas le mainteneur, on va pouvoir dire, bah voilà le patch, ça correspond à une CVE qui est connue, c'est celle-là, voilà comment patcher. Donc moi, là, j'ai pas fait une request de CVE parce que je voulais pas aller embêter les gens avec mes petits exemples de présentation. Mais en tout cas, il y a une grosse faille de sécurité dans ma librairie. C'est dans telle version. J'en ai même deux d'ailleurs. J'en ai une autre là. Et il faut se mettre à jour. Ce qui fait qu'une fois que cette advisory est validée par les équipes GitHub, il y a une nouvelle entrée dans la Security Advisory Database de GitHub, qui est une base de données de vulnérabilité, où on prend tous les CVE et d'autres d'ailleurs, mais aussi surtout les vulnérabilités qui sont reportées directement au sein de GitHub. Et donc c'est sur cette base de données de vulnérabilité que se base Dependabot pour mettre à jour les versions dans vos projets qui les utilisent. Et donc c'est pour ça que je vais me retrouver avec une pull request ici qui me demande de mettre à jour la version ici parce qu'il y a un gros problème. Et bien, il met bien à jour la version 1.04 comme indiqué dans l'advisory. Et donc ça va aider à sécuriser la chaîne. On va pouvoir reporter des vulnérabilités et rester dans un process de divulgation maîtrisé, même dans un projet open source. De quoi je vais parler ensuite? Donc Dependabot, Security Advisory, j'en ai parlé, Security Policy, j'en ai parlé. SALSA, c'est l'attestation d'artefacts. On a mis à jour, c'est assez récent. Donc ça va permettre quand on va créer un livrable, donc un fichier jar, un fichier pour NuGet, un fichier pour NPM, voilà, ce que nos utilisateurs vont importer quand ils vont importer notre librairie open source, on va pouvoir délivrer une attestation. Donc cette attestation, comment elle fonctionne? Donc c'est sur un protocole bien défini, alors c'est pas seulement comme un checksum, comme on peut voir parfois sur des repositories, ça se base sur Sigstore. Donc Sigstore, pour la faire un peu rapide, il y a un endroit où on va pouvoir s'authentifier, on va pouvoir utiliser notre compte GitHub pour s'y authentifier, mais pas que, plein d'autres providers sont compatibles, mais comme on est dans GitHub, ça nous arrange que ce soit avec GitHub, et avec un log disponible qui va permettre à tout le monde de vérifier, tiens, c'est bien Adrien Pessu qui a généré ce livrable-là, je peux le valider avec Sigstore.
Donc pour rendre ça facile, on a bien sûr une GitHub Action qui est pré-mâchée et qui va déjà vous donner la possibilité de le faire. Et pour vérifier, donc une des manières assez simples, c'est d'utiliser la CLI GitHub, où on vérifie que tel artefact appartient bien à cette organisation-là, a bien été signé par cette organisation-là, ou cet utilisateur-là, avec l'attestation. Est-ce qu'elle a été bien signée? Et donc tout ceci pour sécuriser toute la chaîne d'approvisionnement. Donc on va pouvoir, si on reprend les choses, on va pouvoir avoir du code qui ne contient pas de secret dans notre repository. On va se prémunir des failles de manière maîtrisée en mettant à jour évidemment nos librairies. On va pouvoir générer des packages qu'on sait d'où ils viennent, on sait leur provenance. Ils n'ont pas été altérés par l'endroit où ils sont stockés ou par autre chose. Ce qui n'empêche pas l'account takeover, l'usurpation d'identité de nos comptes. Donc c'est pour ça qu'on a on rend obligatoire le two-factor authentication sur votre compte. Donc si vous créez un nouveau compte, vous avez maintenant quelques mois, ou un mois, ou deux, ou peut-être bien qu'un seul mois, pour activer le 2FA, autrement votre compte ne sera pas utilisable. Et donc le multi-factor authentication, c'est vraiment un des meilleurs moyens. Donc c'est pas parfait, mais si on reprend encore toutes nos histoires, on a un moyen de s'assurer, enfin de se protéger, se prémunir contre l'usurpation d'identité. On a un moyen de valider que le livrable a bien été généré par la personne qui dit être le fournisseur. Donc ça nous permet de sécuriser la chaîne d'approvisionnement autant que possible. Évidemment, on n'est pas à l'abri d'autres soucis, mais c'est vraiment rajouter des couches de sécurité possibles et facilement. Autre point assez intéressant, c'est le SBOM. Donc le SBOM, c'est Software Bill of Material. Ça va être intéressant pour donc j'ai marqué l'executive order. Donc aux États-Unis, ils ont fait un executive order, c'est une sorte de décret qui oblige toutes les entreprises qui travaillent avec le service public américain à fournir ce software bill of material. Et nous, on le fournit, on le génère automatiquement avec le dependency graph. Je peux même vous montrer où il est. Donc c'est dans Insight. Dans Insight, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Et donc c'est dans le dependency graph. Vous pouvez exporter le SBOM, c'est un format SPDIF, c'est un standard que vous pouvez importer. Et donc c'est intéressant pour les entreprises qui utilisent votre projet open source d'avoir la possibilité d'avoir la liste de toutes les dépendances et sous-dépendances avec leurs versions qui sont utilisées dans leur système d'information. Et dernier point, je suis bien en avance. Le Security Lab. Donc le Security Lab, c'est l'équipe de sécurité chez GitHub a quelques projets d'expérimentation qui sont dans le lab, et en plus de ces projets d'expérimentation, fournissent à la communauté des office hours. Donc si vous avez un projet open source et vous vous posez des questions de sécurité sur comment corriger des failles où vous ne savez pas comment faire, ou essayer vous vous posez des questions de sécurité de manière générale, vous pouvez en faire la demande et c'est accepté assez facilement. Et il ne faut pas hésiter, c'est des gens qui s'occupent de la sécurité de GitHub, donc ils savent de quoi ils parlent. Et donc il ne faut pas hésiter. Et c'était tout pour moi. Est-ce que vous avez des questions ? Apparemment non. C'est que j'ai été clair. J'espère en tout cas que ça va vous servir, que vous avez appris des choses, que vous allez pouvoir utiliser ces choses-là dans vos projets. Et puis pour ceux qui sont intéressés, j'ai quelques stickers GitHub
dans mon sac et je vais pouvoir vous les donner. Bah, merci beaucoup.